Mais savais-tu que la France compte plus de 6 millions de logements à but locatif ? Mais il y a aussi quasiment 4% de loyers impayés sur l'ensemble du territoire. Pour savoir si cet investissement est encore rentable, suis-moi dans le monde des investisseurs. Bienvenue sur la chaîne 100 Invest, la chaîne qui te fait découvrir non pas un, non pas deux, mais bien 100 domaines différents pour investir ton argent. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème suivant, l'immobilier locatif. Merci à Herrier Guillaume, qui se situe juste là, pour le thème choisi lors de la dernière vidéo. Je ne parle que de l'investissement immobilier classique, pas de SCPI, la pierre papier, pas d'enchères, pas de viager ou de vente à terme, qui sont des investissements différents et seront traités dans mes prochaines vidéos. Mais pourquoi acheter de l'immobilier locatif ? Les impôts. Les impôts, les impôts, les impôts, les impôts, les impôts. I'm French. Oui, pour payer moins d'impôts, l'immobilier locatif est un très bon levier, tout simplement parce qu'on peut déduire les travaux effectués. Le plafond est de 10 700 € par an. Là, il le double jusqu'en 2025 pour réduire les passoires thermiques, ou alors via les dispositifs Pinel ou de Normandie qui permettent un abattage fiscal sous certaines conditions. Il y a aussi l'amélioration du patrimoine pour une revente, une location ou la transmission aux enfants. L'immobilier peut aussi t'apporter un complément de revenus, notamment pour les retraites, qui en France sont de moins en moins élevés. C'est aussi un achat physique qui dure dans le temps et cela rassure les personnes, contrairement aux actions. Et la principale différence avec la plupart des investissements, c'est l'effet levier. Et oui, parce que vous n'allez pas acheter tout en cash, vous pouvez vous aider des emprunts. Généralement, vous ne paierez que 10% en cash pour les frais de notaire. Le reste se paiera avec le crédit. Le premier avantage, donc c'est l'une des plus grandes sources de revenus passifs. Un achat peut générer plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros une fois le crédit fini. C'est l'un des investissements qui peut être l'un des plus rentables, mais vous allez voir les différents inconvénients par la suite. Permet d'acquérir du patrimoine net, plusieurs centaines de milliers d'euros, au bout de plusieurs dizaines d'années, à la fin du crédit, donc souvent entre 15 et 20 ans. Justement, donc nous parlions des reventes, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value. C'est aussi l'un des seuls investissements où, au bout d'une certaine durée, la plus-value n'est plus imposée. Plus du tout. Alors c'est seulement pour les achats qui ont plus de 30 ans ou si le bien vaut moins de 15 000 €. Parler des inconvénients, les principaux, les plus connus, les vacances locatives, les dégradations, les impayés, les squats. Mais il y a des solutions aussi qui existent pour contrer ces inconvénients. La garantie de loyer impayé. Donc, ça coûte environ 3% des loyers, mais c'est le prix de la sérénité. Mais il y a aussi le dispositif Visal qui est une garantie d'État gratuite pour tout le monde et qui garantit toutes les personnes qui ont moins de 30 ans. Oui, avoir une garantie de l'État ou d'une société derrière permet de contourner la lenteur judiciaire en France. Il faut savoir qu'une procédure compte environ 10 000 € entre les dégradations, les manques de loyer, le paiement du commissaire de justice, les différentes expertises et dure environ 2 ans. Et sachant surtout que si le locataire est insolvable, c'est in the cucu. Après, il y a une autre méthode. Mais je la conseille pas parce qu'elle peut se retourner contre vous. Mais bon. Il y a aussi une revente possible à perte en fonction de l'historique du bien, justement, les squats, les locataires défaillants en place, trop de dégradation locative. Un des inconvénients aussi, qui n'est pas lié au bien mais à la situation de l'emprunteur, c'est le besoin d'avoir un dossier personnel et professionnel impeccable. On en parlera plus tard. C'est un investissement qui est peu liquide, plusieurs mois avant de toucher l'argent de la vente, généralement 3 mois entre la signature du compromis et l'argent qui arrive sur votre compte. Ça peut être aussi un investissement des plus chronophages selon le mode de location. Nu, meublé, meublé de tourisme, style Airbnb. Justement, en parlant des différents modes de location, un élément qui peut être à la fois un des plus gros avantages comme un des plus gros inconvénients, la fiscalité. On en a parlé un petit peu avec les impôts tout à l'heure, mais là c'est encore différent. On va faire simple parce qu'on pourrait passer 10 minutes juste avec ça. Donc justement, quelle est la différence de fiscalité entre la location nue et meublée ? Il faut savoir qu'il y a 2 modes de fiscalité, le forfait ou le réel. Je vous mets un tableau, ça sera plus simple. Pour la location nue, le forfait, donc c'est un abattement de 30% sur les loyers. Pour le meublé, c'est un abattement de 50%. Et pour le meublé de tourisme, à la base, c'était 71% d'abattement. Mais il y a la loi finance qui arrive. Et en ce moment, certains députés veulent mettre tout le monde à 30% d'abattement, ou du moins baisser les 71% qui étaient avantageux pour les meublés de tourisme. Simplement pour limiter les villes Airbnb et ainsi donc créer une pénurie de logements pour les habitants à l'année. Ensuite, nous avons le réel, c'est-à-dire faire les revenus moins les charges. Mais les charges ne sont pas les mêmes en meublé qu'en nu. Et oui, il y a des exceptions aux exceptions. On ne peut pas déduire les mêmes éléments. Pour la location nue, donc il y a le fameux plafond des 10 700 € que je vous ai dit plus tôt, si vous avez bien écouté. Donc la liste est la suivante. Frais de gestion, taxes foncières,
provision sur charge, travaux, assurance et intérêts d'emprunt. Concernant le meublé, c'est la même liste, mais on y ajoute les frais d'acquisition du bien, donc les frais de notaire, et les factures à vos noms, internet, eau, et certaines charges sont amortissables aussi, c'est-à-dire en plusieurs années, comme le mobilier. Donc la fiscalité peut être aussi bien un énorme boulet, tout comme un accélérateur de cash. Voilà pour les inconvénients. Est-ce que vous allez bien ? En agence immobilière, les frais sont d'environ 5%, mais c'est plus facile pour se faire conseiller et gérer les problèmes par la suite, car l'agence a une responsabilité sur les questions à poser aux propriétaires, notamment sur les travaux de moins de 10 ans, la mérule, et aussi un devoir de conseil. Vous avez bien évidemment Internet avec les particuliers, notamment les plus connus, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, il y a même des groupes Facebook qui le font. Bon, faites gaffe quand même avec les groupes Facebook. Il y a aussi le bouche à oreille. Une fois que votre réseau a été développé, donc notamment avec les agents immobiliers, les notaires, les concierges même aussi, les meilleures ventes se font par ce biais. Je préfère passer par Internet, que ce soit par une agence ou un particulier, mais simplement car le suivi est plus simple. En fait, vous pouvez voir notamment avec le site Castorus, vous avez l'évolution du prix, depuis quand il est mis en pub, le nombre d'agences sur le bien, autant d'éléments qui favorisent la négociation en votre faveur. Mais le meilleur levier de négociation reste bien sûr le contexte économique. Comme pour les actions, quand tout le monde vend, on achète. Et inversement. On a connu des taux à 0,99, et ouais, j'ai acheté à ce moment-là, comme des taux à plus de 15%. Mes parents ont acheté à ce moment-là. Ce sont des vases communicants. Si le taux est bas, les prix seront élevés car il y a beaucoup de demandes d'achat. Et inversement, si les taux sont hauts, les prix seront bas, sauf les très grosses villes où le prix ne baisse pas autant en proportion, car en fait il y a peu de demandes, donc peu de prêts accordés et demandés. En résumé, peu importe la période économique, l'achat est intéressant, car un taux bas a pour conséquence de faibles mensualités, même si on paye le bien un peu plus cher car les vendeurs sont en position de force, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et de l'autre côté, lorsque les taux sont hauts, cela engendre des mensualités élevées au départ, mais comme le prix est davantage négociable, entre 15 à 20%, vu que la demande est faible car peu de prêts accordés, c'est donc l'acquéreur qui est en position de force. Même s'il faut savoir qu'un taux est toujours renégociable dans le temps, personnellement j'ai pu passer de 4 à 1,5% simplement en faisant la demande à ma banque. Prenons un exemple simple, avec un bien à 100 000 € de base que je souhaite vendre. Si les taux sont à 1,05%, j'aurai beaucoup de demandes d'achat, parce que les taux seront faibles et les prêts seront donnés plus facilement. Je vais donc augmenter le prix de mon bien en me disant que je vais pouvoir faire une meilleure marge, et donc je vais le mettre à 115 000. Et inversement, si les taux sont à 4, 5% comme actuellement, j'aurai pas beaucoup de demandes. Donc je vais devoir être obligé de baisser mon prix si je souhaite vendre dans les semaines ou mois qui viennent. Donc au lieu de le vendre à 100 000 €, je vais le vendre à 85 000 €. Et donc 115 000 € sur 20 ans à un taux de 1,05%, nous sommes à des mensualités de 531 €. Pour un achat à 85 000 sur 20 ans avec un taux à 4%, on est à 515 € de mensualité, qui est plutôt équivalent. Sachez aussi que les saisons affectent le prix. Mais il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Eh bien si. Figurez-vous qu'il y a encore des saisons. En été et en hiver, vers les fêtes, comme la France est à l'arrêt, le nombre d'acquéreurs diminue. Donc une meilleure négociation possible pendant ces plusieurs mois. A l'inverse, pour le printemps et l'automne où tout le monde se réveille parce qu'il fait beau et tout le monde veut acheter à ce moment-là. La chose primordiale, c'est de définir ses objectifs. Donc nu ou meublé, ça va dépendre de la fiscalité souhaitée, du turnover des locataires, autofinancement ou non. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires donc un tableur de rentabilité. J'en ai fait un qui dure depuis des années sur Excel et qui est très sympa, car il faut savoir que certaines personnes se disent que mettre 100, 200, 300, 400 €, c'est le jeu, c'est normal, et d'autres ne veulent pas rajouter 1 € chaque mois pour payer l'appartement. Quel type de population ? Alors, on va pas aller sur des terrains glissants, hein. Là on parle vraiment soit d'étudiants, soit de familles, c'est tout. Donc proche des universités, la situation géographique, proche du centre-ville, des commodités, la superficie et le type du logement. Ça peut aller de la simple chambre meublée à la maison avec 5 chambres, la terrasse, la piscine, la vue mer, vivement les vacances. Savoir si vous voulez acheter en copropriété ou non. Les deux ont leurs avantages et les inconvénients. Sachez qu'en copropriété, les frais sont évidemment partagés avec l'ensemble des appartements de l'immeuble. Vous avez généralement un gestionnaire attitré pour la résidence. Les artisans et les interventions sont gérés par le syndic. Les voisins ne sont pas choisis, contrairement à une monopropriété où vous pouvez choisir un pavillon qui n'est pas mitoyen. Il faudra choisir sur quelle durée vous souhaitez investir. La moyenne de détention d'un bien en France est d'environ 8 ans. Mais comme on
on l'a vu plus tôt, cela devient intéressant à partir de 15 ans, 20 ans, jusque 30 ans pour l'histoire de la plus-value. En fait, c'est à vous de trouver le bon équilibre entre la mensualité et le coût du crédit. Perfectly balanced, as all things should be. Autre élément à prendre en compte lors de votre achat, le DPE et les diagnostics en termes généraux. Mais le DPE en lien avec la loi résilience est en constante évolution depuis 2021. Oui, le pays des taxes et des lois vient d'en ajouter une nouvelle. Pour lutter contre les passoires thermiques, acheter un appartement avec un DPE en C ou en G, ce ne sera pas du tout la même chose. Car comme vous le voyez avec le schéma qui est à côté de moi, à partir de 2025, 2028 ou 2034, vous ne pourrez plus louer votre logement, mis à part de gros travaux énergétiques. En parlant de travaux, il faut savoir si vous voulez acheter dans l'ancien ou dans le neuf, la VFA, vente en état futur d'achèvement. Dans l'ancien, faites attention au coût des travaux, qui n'arrête pas d'exploser depuis le Covid. Même si en parallèle, vous avez des aides de l'État pour financer ces travaux, notamment la loi de Normandie. Personnellement, et je dis bien personnellement, et là je vous fais un petit panneau, attention, tac, voilà, c'est personnellement, c'est un avis et ce n'est pas un conseil. Moi je préfère l'ancien pour les raisons suivantes. C'est potentiellement avec des travaux, donc déductibles des impôts, les 10 700 € qu'on a vus. Il n'y a pas de retard de livraison, le bien est déjà là. Il faut savoir que le retard moyen dans le Nord pour le VFA est de 3 ans actuellement, notamment à cause de la production des matériaux, l'Ukraine, tout ça, vous avez compris. Le prix au mètre carré est beaucoup plus cohérent sur le marché. La VFA est souvent bien au-dessus du marché. Et l'isolation phonique et thermique, je trouve, est meilleur car les murs étaient bien plus épais et souvent en pierre et non en béton. Mais ça après ça dépend des régions de la France. Une fois que le bien est acheté, eh bien il faut le gérer. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit par vous-même, mais attention, ça peut vous prendre du temps. Vous avez saisi, cela peut être très chronophage. Une organisation rigoureuse est nécessaire. Par agence, donc avec des frais d'environ 7%, déductibles de vos impôts fonciers. Je vais vous faire une petite aparté sur la répartition des loyers perçus une fois le prêt terminé. Oui, parce que pendant le prêt, la grande majorité va directement dans le remboursement du prêt et des charges. Il faut savoir que garder 100% des loyers pour l'utiliser pour vos dépenses perso et vivre avec est une mauvaise idée. Il faut plutôt faire cette répartition pour éviter les mauvaises surprises. On garde 30% des loyers pour payer les impôts, on garde 30% des loyers pour les travaux d'entretien, changer une chaudière, rénover une toiture, ça monte très très vite. Et 30% pour vous, où là vous pourrez profiter à fond des 30%, même si évidemment ces pourcentages peuvent varier en fonction des déductions fiscales et de votre volonté à préserver votre bien. Je connais des propriétaires qui ne font aucun travaux, mais du coup cela rend difficile la relocation au fil du temps, car ce n'est plus compétitif avec le marché. Et après, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer les travaux. Effectivement, si vous ne faites rien pendant 20 ans et que vous n'avez mis aucun loyer de côté, bah c'est logique, non ? Yeah. True. Le prêt classique à la banque, avec le plus souvent un apport d'environ 10%, ce qui correspond généralement aux frais de notaire. En nom propre, la banque limitera le prêt à 35% de votre reste à vivre, afin de ne pas prendre trop de risques. C'est ce qu'on appelle la capacité d'endettement. La formule est assez simple, c'est revenus moins les charges fois 35 divisé par 100. Par exemple, un couple gagne 3 000 € par mois, plus un loyer potentiel de 500 € pour le studio qu'ils veulent acheter avec ce prêt. Il faut savoir aussi que les banques pondèrent de 70% en moyenne le loyer, toujours pour limiter les risques de vacances locatives notamment. Au niveau des dépenses, il y a un crédit voiture de 400 € par mois et même s'il se termine dans un an, la banque analysera votre situation à l'instant T. Et vous avez aussi un loyer de 600 € par mois. Oui, le loyer est déduit parce qu'il s'agit d'un investissement locatif. Si c'est pour une résidence principale, il ne sera pas déduit parce que vous n'aurez plus de loyer. Soit un reste de 3 350 €, moins 1000. Ça nous fait donc 2 350 fois 35 divisé par 100, ce qui nous donne 822 € de mensualité maximale possible. Pour un investissement locatif classique, c'est une durée de 20 ans, soit un montant possible de 130 000 € environ. Et ça, c'est pour une situation impeccable, donc c'est-à-dire CDI, pas de métier à risque, pas de problème de santé, être jeune, avoir un apport, tenir ses comptes parfaitement, pas de découvert, pas de crédit consommation, avoir un certificat d'agence immobilière comme quoi le bien peut se louer à tel prix, être client chez eux, avoir récité l'alphabet à l'envers. Quoi ? Non, ça c'est juste un fantasme personnel. Vous avez aussi le pré-relais, c'est la vente d'un bien actuel pour acheter un autre bien, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez aussi le pré-vendeur, c'est très rare et c'est surtout pour du professionnel, mais c'est-à-dire que le vendeur devient la banque et c'est à lui que vous reversez l'argent, mais il faut avoir une confiance totale envers l'acquéreur. Il y a aussi donc via la famille ou les fonds perso, évidemment vous pouvez faire un crédit en famille, ça se fait avec un notaire. Le viager, bon pas de détails ici, on pourra le faire dans un prochain thème. La vente à terme, pareil, et les enchères, pareil. Il y a l'option du démembrement. Alors,
pas d'une personne mais du bien en question, c'est la séparation entre la nue propriété et l'usufruit. Ça se fait le plus souvent en famille pour éviter les impôts à la succession. Par exemple, j'ai la nue propriété et mon père l'usufruit. Ça veut dire que lui perçoit les loyers et paye les charges liées au bien, et une fois qu'il est décédé, l'usufruit se transmet automatiquement au nu propriétaire, c'est-à-dire à moi. J'aurai donc la pleine propriété, et cela sans frais de succession. C'est un peu comme le viager. Granny loves you! Avant les deux top 3 et de voir les chiffres de partout, pour info, le patrimoine des ménages français médians, c'est-à-dire 50%, s'élève à 117 200 € brut, ou alors 124 800 € net en 2021, selon l'INSEE. Donc là, on va prendre l'exemple d'un T2 de 48 mètres carrés, parce que c'est le bien le plus populaire en France. Et les top 3, vous concernez des villes. Et c'est une moyenne pour une ville. Donc commencez pas à me dire que dans votre rue, vous avez vu un bien qui était moins cher. C'est possible. Commence à m'énerver cela. Top 3 des villes les moins chères. En troisième position, on a Mulhouse. C'est beaucoup trop joyeux pour ce type de ville. 1551 € du mètre carré, soit 74 448 € pour un T2 de 48 mètres carrés. Deuxième position, Limoges, non c'est pareil, trop content. 1425 € du mètre carré, soit 68 400 € pour un T2 de 48 mètres carrés. Et en top 1, nous avons... Ah, le micro il est là, pardon. Nous avons Saint-Etienne, 1296 € du mètre carré, soit 62 208 € pour un T2 de 48 mètres carrés. Après ces villes remplies de soleil et de joie de vivre, on va passer au top 3 des villes les plus cher au mètre carré. Donc sans grande surprise, nous retrouvons Saint-Didier-en-Bresse, un charmant petit village. Bien sûr que non, on retrouve Paris, Saint-Didier-en-Bresse. En top 3, on a Montreuil, 6 853 € du mètre carré, soit 328 944 € pour un T2 de 48 mètres carrés. En deuxième position, Boulogne-Billancourt, 9 319 € du mètre carré, soit un total de 447 312 €. Et enfin en top 1, Paris, 9 950 € du mètre carré, soit 477 600 € pour un T2 de 48 mètres carrés. Ça nous fait quand même une belle petite différence de 410 000 € pour le même bien. Alors oui, l'emplacement, les infrastructures, la valeur de la ville ne sont pas les mêmes. C'est une image, c'est pour imager. Okay. Pour 10 pouces bleus, je vous ferai la prochaine vidéo investissement. Pour 100, je vous organiserai un quiz en live avec les abonnés sur le thème de l'investissement et j'offrirai le livre de la recommandation. Pour 500 pouces bleus, je vous aide dans vos recherches pour l'achat d'un bien en live avec vous, une fois par semaine, une genre de FAQ. Pour 5000, j'organiserai un concours de chasseurs d'appart. Celui qui aura le projet le plus intéressant gagnera des objets d'investissement d'une valeur de 300 €. Et enfin, pour 10 000 pouces bleus, j'achète le bien qui aura été trouvé pendant le concours de chasseurs de biens pour le mettre en Airbnb et qui aura pour thème décoratif les investissements, avec des coffres forts, tout ça. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil, mais simplement mon aventure et mon avis. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques de perte d'argent. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. La citation vient de Franklin Delano Roosevelt qui nous dit la chose suivante: l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé et il ne peut pas être emporté. Acheter avec bon sens, payer en totalité et gérer avec raison est le placement le plus sûr du monde. À propos des recommandations, le livre que j'ai choisi s'intitule Comment investir en immobilier locatif, pas très original mais très complet. Concernant les films, j'en ai deux. 99 Homes et Glengarry, c'est en lien avec le cynisme du capitalisme abusif. N'oubliez pas le jeu des références qui peut vous permettre d'imposer le thème de la prochaine vidéo. Les réponses des références de la dernière vidéo sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Laissez-moi un commentaire pour vous dire ce que vous pensez de mon contenu ou si vous avez des questions ou des suggestions de domaines à explorer. Et pour répondre à la question de la vidéo, cela peut être très lucratif mais cela comporte des risques et demande du temps. L'État resserre les taux et ajoute des taxes d'année en année. Mais je pense que les opportunités sont présentes régulièrement. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch lors de mes prochains lives et sur TikTok. Merci de votre soutien et à bientôt sur 100 Invest. Bye. Goodbye, Rabbit.